Laetitia. Comment ça va? La technique, ça va mieux? Ça va, les aléas du direct, comme on dit. Hein. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans In Clients We Trust aujourd'hui. Comme tu auras pu le remarquer, il y a énormément de gens qui se sont montrés très ponctuels parce qu'ils ont hâte de t'entendre. De nouveaux venus aussi dans le monde de la communication. Je pense que quand on cite le nom de Didier Mbambia, il n'y a que du bon qui est évoqué dans la tête des gens. Donc peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu qui es-tu et quel est ton parcours? Bon, voilà, je m'appelle Didier Mbambia, j'ai 54 ans. Je suis un peu vieux quand même, peut-être le temps d'aller à la retraite. Et dans le monde de la communication, ça fait 26 ans que je suis dans ce monde-là. C'est un monde qui me passionne terriblement parce que déjà très jeune, j'étais impliqué dans des activités diverses relatives à ce qui est communication, événementiel et tout. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. C'était organiser des concours de breakdance, moi-même leader d'un groupe. C'était aussi organiser des défilés de mode. Et ça m'a amené donc à faire des études en communication, administration des affaires, option marketing, à Chicoutimi d'abord au Canada, et puis à Montréal, où j'ai aussi fait des cours en relations publiques et en journalisme. Donc j'écrivais déjà quand j'étais à l'université, je faisais des émissions de radio. Donc ça m'a amené facilement à me plonger dans ce monde-là qui me passionnait et qui me passionne encore aujourd'hui. Donc c'est avant tout une histoire de passion. Sans passion, il n'y a pas de grand destin, me disait un de mes mentors. Donc, études en marketing, administration des affaires marketing, relations publiques, journalisme. J'ai commencé à travailler déjà au Canada en relations publiques, dans une firme spécialisée dans tout ce qui est télécom, Science Tech. On était déjà à la pointe des cartes à puce, conférences de presse, toutes ces choses-là. Donc, le b.a.-ba du travail que je fais actuellement, et les premiers pas aussi, l'apprentissage de ce métier. Et ensuite, je me suis lancé dans la presse écrite, bifurcation, donc pour un magazine Entreprendre qui existe encore aujourd'hui, vraiment spécialisé dans la communication corporate d'affaires. Où j'ai... Oui, et événements aussi, rédaction. J'ai pu exercer ma plume dans cet univers-là. Et ensuite, toujours au Canada, avec des amis camerounais, on a lancé le forum Afrique Expansion. Relations, échanges d'affaires entre l'Afrique, montrer une autre image de l'Afrique. Ça me passionne encore aujourd'hui parce que notre image est très mal gérée au niveau international, même actuellement, mal perçue, mal comprise. Et je pense que c'est important de continuer à le faire jusqu'aujourd'hui. Je suis revenu au Congo en 2006 à peu près. Je travaillais pour une firme nationale ici, Pigma. Il y a un ami à moi, Paul, qui connaissait mon expertise et qui était le chairman, qui m'a dit écoute, rejoins-nous et développe le côté relations publiques et événementielles. Et il connaissait mes compétences, donc j'ai commencé là, j'ai fait 3 ans et demi. Et ensuite, avec une amie et associée, Alice Buxan, on a lancé Optimum en 2009. Et l'histoire dure encore jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit. Et comment est-ce que tu en es arrivé à te dire... Pardon, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Ok. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire voilà, je travaille dans une des plus grosses agences de la place, si pas la plus grosse de l'époque. Je vais quand même avoir le sang-froid de créer ma propre agence. Je pense que quand on a une vision personnelle et que cette vision ne rencontre pas celle de l'entreprise dans laquelle on est, il faut avoir le courage de démissionner et de tenter la chance. J'aurais pu me planter, mais je pense que... Ça fait partie du jeu. Oui, avec l'expérience que j'avais déjà,
du Canada, les différentes entreprises dans lesquelles j'avais déjà travaillé, j'avais déjà quand même un bagage personnel qui me permettait de tenter cette aventure. Hein, c'est pas se dire que c'est après 3 ans d'expérience qu'on peut se lancer en business. Et puis tout le monde n'a pas toujours cette fibre entrepreneuriale qui demande de prendre des risques. Ces risques sont liés, sont inhérents à la vie d'entrepreneur. Donc je pense que c'est important de savoir sous-peser, évaluer ses chances avant de se lancer en affaires. Est-ce que les risques... Pardon, oui. Et tu étais sûr, oui? J'étais sûr de mes compétences. J'avais déjà une idée de comment fonctionne une PME. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises au départ qui étaient des PME aussi et qui avaient une culture entrepreneuriale. Et je pense que grâce à cette expérience passée, j'ai eu de la facilité à m'adapter dans ce monde. Et puis j'ai toujours eu quand même un côté assez, je dirais pas aventureux, mais bon, hein, j'ai toujours eu ce sens du risque. Quand même. Alors on a déjà 2 questions qui ont été posées. La première c'est comment est-ce qu'on fait, Maxime, est-ce que tu as noté la première question? Je passe alors à la deuxième question et je vais revenir à la première. Comment est-ce que vous faites pour rebrand la communication du Congo? Une question de Bénédicte. Très bonne question. J'y ai déjà pensé à ça. J'ai même déjà proposé au gouvernement à l'époque du Premier ministre Matata un concept qui s'appelait restaurer la fierté. Et je remontais en fait sur... vous voyez, beaucoup de jeunes actuellement s'habillent avec le flag, le drapeau de la République du Zaïre. C'est un peu très significatif. Ça montre qu'il y a eu une période de gloire. Une époque où on était fiers d'être zaïrois et on portait fièrement sa nationalité. Et puis il y a eu plusieurs événements que je décris dans cette stratégie qui ont amené aux Congolais qui rasent les murs, aux Congolais qui devient la risée de tout le monde. Mais ce qui a été peut redevenir. Parce qu'il y a encore cette nature intrinsèque qui est en nous et qui permettra justement de rallumer cette flamme. Et il y a toute une série de choses à faire. Et évidemment, ça part d'abord du sommet vers la base et de la base vers le sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a une importance capitale à ce que les décideurs au plus haut niveau de l'État s'impliquent dans cette stratégie pour qu'elle puisse réussir. Et que l'on puisse aussi en même temps insuffler ou réinsuffler, parce que cette fierté existe encore. Le Congolais, malgré tout ce qu'on vit actuellement, ne se laisse pas marcher dessus n'importe où qu'il soit. Et vous le voyez, partout où on est toujours parmi les meilleurs. J'ai vécu plusieurs années au Canada. Et les médecins, des comédiens, dans tous les secteurs, il y a des Congolais qui se démarquent. Et je pense qu'il suffit d'un encadrement, d'une stratégie qui implique des personnalités au niveau politique, au niveau culturel, au niveau des institutions d'enseignement et qui touche aussi le Congolais lambda pour permettre justement de rallumer cette flamme-là et de restaurer cette fierté qui est indispensable parce qu'une personne qui n'est pas fière de ce qu'elle est, une personne qui n'est pas sûre d'elle ne peut arriver à rien, ne peut réaliser aucune chose. Or, le Congolais a la capacité de se démarquer, mais il est nécessaire de restaurer cette fierté-là et je suis prêt à venir présenter cette stratégie devant n'importe quel auditoire. On sera ravis de faire un spécial stratégie pour rebrander le Congo ensemble bientôt. Entre-temps, on a retrouvé l'autre question qui était comment s'en sortir quand on est indépendant, parce que vous êtes aussi une PME, hein, quand on est indépendant ici au Congo. Comment faire ? Il faut d'abord beaucoup de résilience. Hein. La résilience est une aptitude, une capacité nécessaire en RDC parce que c'est un environnement qui est fluctuant. C'est pas un environnement stable. Donc il faut être capable de résister aux différents changements et d'anticiper et aussi de se diversifier.
Je prends le cas de l'agence. On aurait pu être juste une agence en relations publiques. Tout à fait. Mais nous avons opté pour une agence 360 degrés, hein, donc un seul stop, mais plusieurs services de communication. On parle de stratégie, on parle de relations publiques, on parle d'événementiel, on parle d'activation. Et ce qui permet que quand une des activités ne fonctionne pas, on peut toujours compter sur lui. Et en plus, ce qu'on a de plus que les autres agences, c'est qu'on a un magazine aussi, Optimum, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans la diaspora, je vais leur recommander d'aller chercher ce numéro-là. Ah, super. On voit l'empreinte. On peut le trouver où? On peut le trouver dans plusieurs magasins ici sur place, mais on en parlera tout à l'heure. Maintenant, en train de passer justement à la digitalisation. Je pense que c'est important pour la diaspora aussi de savoir ce qui se passe ici. Il n'y a pas que des choses négatives, et notre slogan du magazine, justement, façonner l'avenir, c'est de se dire qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Il ne suffit pas seulement de faire un constat, ça va mal, rien ne va plus, les jeux sont faits, sans ce pays, il faut le vendre et tout ça, non. Qu'est-ce que moi, Didier Pambia, en tant qu'individu, qu'est-ce que moi, Laetitia Massa, en tant que personne, je fais pour améliorer les choses. Je pense qu'il faut... Le nom Optimum, c'est justement ça, c'est le côté optimiste qui me caractérise, et c'est aussi à mon avis aussi un ingrédient nécessaire pour continuer à résister au Congo. Il faut être optimiste. Il faut se dire que malgré tout ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on peut identifier de positif? Quel est l'élément positif dans la société sur lequel je peux m'appuyer pour continuer d'avancer? Ça peut être regarder des jeunes gens qui ont de la créativité. Moi, les jeunes m'inspirent beaucoup. Quand je vois des jeunes, malgré les contraintes de travailler dans le Congo, qui continuent à créer des choses, des applications, à faire des choses de manière différente, de faire une rupture avec l'ensemble de la société, ça me permet de rester motivé, de continuer à croire que ce pays va un jour sortir de la situation précaire dans laquelle il est aujourd'hui. Et quelles ont été les grandes étapes de construction de Optimum? Parce que Optimum, c'est pas une petite agence, c'est une des plus grandes agences du pays. Il y a eu tout un chemin pour y arriver. Quelles ont été concrètement les grandes étapes, si tu peux citer? Bon, d'abord, je pense qu'on a commencé avec 5 personnes, jusqu'à arriver à une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, on est à peu près une trentaine. L'ingrédient majeur, je pense, c'est la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Quand on a démarré, on s'était dit, bon, on va se positionner parmi le top 5 des agences en RDC. On y est arrivé, grâce à Dieu, après 3 ans d'exercice. Il est vrai que nous avions, grâce à notre façon d'aborder les choses, on avait pu avoir un grand client qui était à l'époque Orange. Donc on a pu avoir un gros client dans la pub, ici dans la com. Il y a 4 secteurs dans lesquels il est indispensable de se positionner. On parle des télécoms, on parle des brasseurs, on parle de tout ce qui est banque et finances, et on peut aussi rajouter le secteur des mines, énergie et autres. Alors on avait plus d'abord l'agroalimentaire aussi, je voulais dire, l'agroalimentaire, et puis on peut rajouter les mines et énergie. Alors on avait déjà pu avoir un télécom, un brasseur, et donc avec ça on a pu progressivement étoffer, aller chercher les banques, aller chercher les miniers, ainsi consolider notre activité. Mais il faut aussi, comme j'avais dit, diversifier. On en parlera ici. Le digital, par exemple, c'est un secteur qu'il ne faut pas ignorer. On risque demain de se voir disparaître comme les dinosaures. Tout à fait. Il y a encore une autre question. Tu as vraiment plein de questions dès le début, donc on va reprendre le cours de l'interview dans un instant, mais il y a une autre question. Actuellement, nous sommes bloqués à cause du Covid en termes d'événements. Comment s'en sortir sans aide de l'État? Sans l'aide de l'État?
sans aide de l'État? Très bonne question. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est nécessaire de se réinventer. Hein. Il y a un bouquin que je lis actuellement, que je relis, celui-là. C'est un bouquin de Thank you for disrupting. Ok. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire merci de faire de la disruption. C'est en fait TBWA, qui est le groupe dont nous faisons partie, qui est le numéro 1 mondial aussi en termes de communication avec Omnicom. C'est la rupture avec la routine. C'est de parler des insights, ce qui se fait et tout, et d'amener une approche différente qui va carrément créer une rupture. Ce qu'on vit actuellement avec le Covid, c'est une rupture. Il y aura un avant et un après Covid. Alors comment s'adapter dans ça? Comment faire des événements? J'ai vu par exemple des personnes qui utilisaient des situations comme celles qu'on vit maintenant pour amener les gens à venir assister à un événement. Là, tu peux inviter des gens à venir me suivre et on discute, toi et moi. Mais il y a, je sais pas, 20 personnes, 30, 50, je sais pas, qui nous suivent. Ils sont invités à un événement qui est cet échange que nous avons, toi et moi. Donc, je pense qu'aussi en termes d'événements, il faut commencer à penser à ce genre d'invitation. Je sais pas, ça peut être un concert acoustique qui se tiendra à Kinshasa à telle heure avec, je ne sais pas moi, Barbara Kanam ou Loku Akanza, et on va inviter des gens à venir, et ces gens, pour se connecter, devront payer un droit d'entrée qui va aller à l'entreprise. Donc, c'est déjà une manière différente de réfléchir à l'événementiel, parce qu'on ne peut pas... on ne peut pas, à mon avis, se dire que ça va être les événements à 6000 personnes au même endroit. Les risques de contagion demeurent. Donc, je pense qu'il faudrait commencer à réfléchir progressivement à d'autres façons de faire de l'événementiel. Émissions de télé, interviews comme ça. Je ne sais pas, tu es à Bruxelles, moi je suis à Kinshasa, mais c'est comme si tu étais en face de moi. Donc, la dématérialisation deviendra quelque chose de commun. C'est comme il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer ce qu'on est en train de faire maintenant, mais on arrive à le faire grâce à la technologie. Et c'est indispensable, à mon avis, de voir comment réfléchir différemment sur ce qu'on fait, l'avant et l'après. Tout à fait, tout à fait. Et pour en revenir à ce que tu avais commencé à expliquer, les grandes étapes de l'entreprise Optimum Communication, parce que c'est par la communication que vous avez commencé, même si c'est une communication 360, comment est-ce que tu as fait pour réunir des talents à même, par exemple, d'être à la hauteur de ce que Orange pourrait vouloir dès le début? Et comment est-ce que tu as fait pour faire évoluer l'entreprise avec la nécessité de toujours être au top au niveau humain? Il y a 4 valeurs qui me drivent, qui drivent l'entreprise, qui nous font avancer. Et ce sont des avatars. Quand tu rentres au bureau, derrière moi, il y a toujours ces 4 avatars. Martin Luther King, Einstein, Mandela et Gandhi. Je ne vais pas entrer dans leur vie privée ni dans ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, mais c'est ceux qui représentent moi en tant que personne. Je prends le premier qui est Luther King, c'est la vision. I have a dream. Son rêve s'est réalisé peut-être il y a quelques temps avec Obama, mais il avait une vision de voir cette Amérique-là où son fils vivrait à côté et qu'on ne le jugerait pas seulement pour la couleur de sa peau, mais pour ses compétences. Donc la vision, où est-ce qu'on veut aller? Et notre vision était assez grande. J'ai parlé de se positionner dans le top 5, mais dès qu'on a atteint le top 5 assez rapidement, il faut se réinventer, se projeter à nouveau, se dire bon, maintenant je suis à Kinshasa, pourquoi ne pas penser à une agence qui ira jusque sur dans l'ensemble du pays. Le Lubumbashi existe, Kolwezi, je sais pas, il y a moyen de s'étendre encore. Et ça, la vision se redéfinit quand on a atteint une étape. Donc la vision, elle est grande et on progresse avec elle. Ensuite, le deuxième personnage, qui est celui de la résilience ou de
la persévérance, c'est Mandela. Malgré ces années passées en prison, il ressort, il a toujours gardé son objectif. C'est ça la résilience, parce qu'on arrive, il y a des coups bas dans les entreprises, entre nous. Parfois, il y a des collaborateurs avec qui on ne se sépare pas toujours de la bonne manière et qui oublient souvent ce qui a été fait au départ parce qu'ils regardent la situation du moment. Donc, il faut être résistant, il faut être résilient, il faut continuer à rêver, continuer à faire grandir d'autres personnes parce que c'est parce que d'autres personnes vous ont déçu qu'en tant que leader, vous devez devenir amer. Il faut toujours garder cette flamme, cette passion qui nous permet d'avancer. Donc, la résistance. Ensuite, il y a l'esprit d'équipe. Tu as parlé tout à l'heure des collaborateurs. Moi-même, je passe les interviews de toutes les personnes qui doivent travailler avec moi. Je les appelle collaborateurs, je ne les appelle pas employés. Ce sont des collaborateurs parce qu'ils amènent quelque chose et ils apprennent et ensemble on construit l'entreprise. Donc, est-ce que ces personnes correspondent à mes valeurs? J'essaie moi de vivre les valeurs que je vais véhiculer. Est-ce que ces personnes-là ont de la passion pour le métier? Il y a des gens qui disent, pourquoi vous voulez travailler ici? Ah, parce que je cherche un travail et tout ça. Vous êtes sûr que vous voulez venir ici? Nous, on commence souvent à 7h, 8h du matin ou 9h. On termine, on ne sait pas à quelle heure on va terminer. Ça dépend des exigences et des attentes du client. Donc, est-ce que cette personne est une personne passionnée? Parce que les personnes qui ne sont pas passionnées pour ce métier qui est de la com et qui viennent pour l'argent vont être déçues. Parce que c'est pas là où on fait les gros chiffres. Il arrive de faire des bonnes réalisations, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, on investit pour pouvoir récolter les fruits 3 ans après. Est-ce que cette personne sera dans cette capacité d'attendre que ça se réalise? Et enfin, la créativité, Einstein, l'innovation, sortir des sentiers battus. Moi, comme un enfant, je m'étonne moi-même. Je dois rester émerveillé devant ce que je vois. Je dois pouvoir dire que, ah tiens, ce côté sombre est là, mais je vois le côté lumineux des choses. Alors, il faut rester vierge. Il y a des gens qui à un certain moment se disent, oh, j'ai tout fait, je connais tout, je suis le meilleur. Ils se mettent les bretelles. Et quand on commence à avoir ce genre d'attitude, c'est le début de la fin, c'est le commencement de la chute, c'est la dégénérescence comme j'appelle ça. Donc il est important qu'on demeure ouvert, qu'on laisse la porte ouverte aux nouvelles idées. Parfois c'est pas nous qui avons les meilleures idées, c'est quelqu'un de notre équipe. Et parfois c'est la personne qu'on peut vouloir négliger qui va amener une idée qui va révolutionner les choses dans l'entreprise. Donc, ces 4 éléments sont pour moi essentiels et c'est ce qui me permet d'avancer. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, si, tout à fait. Mais je me demandais comment est-ce que tu fais pour trouver les compétences? Parce que ce qu'on entend souvent, c'est qu'au Congo, c'est difficile de trouver le capital humain prêt au travail. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'en fait, pas vraiment, et toi tu as trouvé l'astuce et la manière de faire la bonne formule pour transformer le capital humain congolais? Bonne question. Des talents, il y en a. Hein. Je pense que le Congo est pourvu des richesses, pas seulement dans son sous-sol, ni dans son sol, mais surtout en termes de capacité humaine. Il suffit parfois de dénicher les talents et de les encadrer et de les aider à s'épanouir. C'est comme une graine. Si elle trouve une bonne terre, une fertile, elle peut croître. Mais si elle tombe sur une terre qui n'est pas fertile ou desséchée, la graine meurt. Je pense qu'il y a des compétences. Nous, on a eu des jeunes gens qui sont arrivés, qui ne savaient même pas manipuler une machine. Et aujourd'hui, certains sont dans une dynamique où ils utilisent des tablettes, ils sont connectés et ils ont évolué dans leur vie. Et même à notre déploiement, parfois parce qu'ils sont repêchés par des firmes, des banques ou des multinationales qui ont plus de capacité financière que nous. On essaye de payer des bons salaires, mais il peut arriver qu'il y a des avantages que nous ne pouvons pas encore, à notre niveau, offrir à notre personnel, à nos collaborateurs. Donc, mais c'est un plaisir de voir que tiens, telle personne est partie, mais elle progresse bien là où elle est. Ça fait toujours plaisir de voir ça. Moi, ça me fait plaisir.
Hein, parce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs, le but ici n'est pas de vous retenir et d'arriver à un plancher où vous épanouissez plus. Il est souvent préférable que les gens partent et qu'ils s'essayent, parce que parfois l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Et puis on vient. Et puis on réalise que non, j'ai peut-être mieux chez Optimum. Mais il y en a qui partent et qui arrivent dans des endroits où ils excellent et on sent une progression et ça fait plaisir. Et est-ce que, et ça c'est une autre question qui est posée, est-ce que la communication c'est quelque chose d'inné ou c'est un métier qu'on peut apprendre est-ce qu'on peut apprendre la créativité et la passion? Ou est-ce qu'il faut déjà avoir quelque chose? Il n'y a pas moyen. C'est difficile comme bon, écoutez, tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre, mais il y a toujours cette graine ce que j'appelle de l'amour du métier, parce que moi je peux me réveiller le matin, je commence à bosser, si on ne m'arrête pas, je peux aller jusqu'à 2h du matin et j'arrive même à oublier de manger, parce que ce que je fais, quand j'ai une idée en tête qui n'est pas encore sortie, je peux me concentrer là-dessus, c'est la passion. J'ai un avantage sur la personne qui va le faire par contrainte et qui va devoir apprendre. Mais je ne nie pas le fait que, d'abord, c'est un métier. J'ai étudié pour ça. Et parce que j'aimais ça, avant de faire la communication, j'ai fait des études en pharmacie. J'allais une fois par semaine au cours. Ça me saoulait, quoi. Hein? Ok, d'accord. Donc, j'aimais pas ça. Mon père a fait tout pour que j'aille en pharmacie, que je fasse des études en sciences, mais après 2 ans, je dis, écoute, laisse-moi essayer ce que je veux faire. Oui. Et surtout que quand j'étais au cycle d'orientation, on avait détecté des aptitudes en lettres, en écriture. Je vais faire des études littéraires, mais j'ai quand même fait des humanités scientifiques. Et à l'université, j'ai dit non. Et dès que j'ai changé d'option, je peux te dire que ça a roulé. Hein. Je passais toujours en première session et c'est ça, il faut détecter. Chacun doit faire son étude SWOT là. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et avec ça, quelles sont les opportunités que je peux trouver sur le marché et quelles sont les menaces. Donc chacun doit faire cette étude-là et c'est nécessaire pour s'orienter. Mais depuis qu'on a enlevé ceux qui avaient ici dans le pays le cycle d'orientation, les gens vont faire des études parce que c'est payant. Parce que tout le monde fait ça, parce que le voisin fait le droit. Il y a combien de chômeurs ici qui sont juristes, économistes et qui... Oui. C'est terrible. Moi, j'ai un collaborateur qui est hyper intelligent. Il a fait des études en droit et en économie. Hyper intelligent. Hein. Mais c'est un de mes meilleurs collaborateurs en termes créatifs. Vous voyez, c'est ça qu'il aime faire. Et c'est un économiste, mais quand tu regardes son look, tu as l'impression que c'est un musicien, mais il fait de la musique et tout. Je le salue en passant, Eric. Donc, mais c'est quelque chose qu'il aime faire. Tout à fait. Et il le fait bien parce que c'est d'abord une passion. Donc, arrêtons de dire, bon, je vais faire la com parce que pour l'instant, tiens, les agences, ça paye bien et tout. D'ailleurs, quand on parle de nous en tant qu'agence, on dit les événementiels. C'est une approche réductrice et qui ne comprend pas le métier que nous faisons. Tu me diras peut-être que c'est nous d'essayer de mieux le vendre et c'est un effort qu'on essaie de faire aussi avec les autres agences. On s'est réunis avec Jean-Claude Eyalé, Alain Yave, Théo, Louto et les autres pour essayer de voir comment créer une base de données des agences, même les nouvelles. Hein. Tout le monde est invité pour qu'on ait une sorte d'annuaire des gens qui sont dans le métier de la communication. Il y a des graphistes, il y a des caméramans, il y a des gens qui sont maintenant un peu dans tout ce qui est 3D et tout ça. Il y a plusieurs métiers de la com, mais chacun travaille un peu de manière isolée. Il faut qu'on essaie de regrouper tout le monde, qu'on ait une base de données qui permettent aux gens de ne pas se faire avoir par des usurpateurs, oui, c'est ça que je voulais dire, des gens qui, dont ce n'est pas le métier, mais qui y vont parce que c'est lucratif et qui
souvent nuisent aux professionnels. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller pour les fonds, pour se défendre, pour dire... Donc c'est vraiment hyper important de professionnaliser. Professionnaliser, c'est ça notre métier. Est-ce que c'est le but du forum Optimum ou bien, parce qu'il y a aussi un forum Optimum, est-ce que l'objet c'est tout autre chose? Le forum Optimum, c'est un peu le prolongement du magazine, hein, parce que nous avons créé un magazine dont le slogan c'est Façonner l'avenir et qui est le leitmotiv, c'est de montrer une image différente du Congo, surtout dans le secteur économique. Hein. Vraiment, c'est généraliste, mais axé sur l'économie. Parce que pour moi, l'économie, c'est ce qui permet à un pays d'avancer, ce sont les entrepreneurs. Donc, on prend des sujets qui concernent le développement socio-économique du pays et on creuse, on fait un état des lieux. Mais encore plus important, c'est qu'on montre les pistes de solutions. On a tendance, nous, un peu congolais, à toujours critiquer. Mais dès qu'on demande aux gens de donner un avis, pour que les choses aillent mieux, tout le monde, plus personne ne parle. Donc, on essaie de dire, voilà, c'est bien beau de critiquer, de faire l'état de lieu. On l'a fait refaire plusieurs fois. Maintenant, il est nécessaire de se dire comment nous-mêmes, nous pouvons arriver à créer nos propres solutions. Je prends l'exemple du Covid ici. On parle du docteur Mouyembe, du docteur Kayembe. Ce sont des Congolais qui ont fait leur preuve avec Ebola, qui essayent maintenant aussi, avec le Covid, d'amener des solutions qui sont propres à nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le Congo bashing, encore une fois. Nous sommes les premiers à lancer la pierre à ceux qui, parmi nous, essaient d'apporter des solutions, essaient de trouver des voies nouvelles pour qu'on puisse avancer. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de changement de mentalité. J'ai vu qu'il y avait une campagne qui se fait dans ce sens-là, qui permettrait aux Congolais de ne pas toujours voir le verre à moitié vide, hein, et de le voir quand même de temps en temps à moitié plein. Tout à fait. Pour revenir sur l'initiative qui est saluée ici dans les commentaires d'un annuaire ou en tout cas d'un catalogue des vraies agences et des vrais professionnels du métier, comment peut faire concrètement une personne qui entre dans le métier de la communication pour démontrer sa valeur et entrer dans ce catalogue, cet annuaire? Bon. Il y a la FEC, hein, mais il y a d'abord le fait que la personne doit s'enregistrer comme agence de communication ou d'événementiel. La plupart des gens préfèrent travailler dans l'informel. Je comprends que le fisc, les gens voient souvent le fisc comme le grand méchant loup qui vient ponctionner dans nos maigres revenus. Mais je pense qu'il est quand même important de s'enregistrer officiellement. En tant que société. En tant que société, hein, c'est important. Quelle que soit la dénomination, on va être SARL ou SA, je ne sais pas, mais il faut s'enregistrer. Et ensuite venir participer à cette initiative, parce qu'on ne rejette personne. Hein. J'ai été une petite agence, j'ai commencé avec 5 personnes, donc je ne sous-estime personne. Mais je veux que notre métier soit respecté. Et pour ça, parce que nous, demain, on ne sera plus là, il y aura d'autres personnes qui sont là, il faudrait quand même que les gens comprennent c'est quoi une agence de communication, c'est quoi le métier de communicant. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on s'improvise. Je parle de la gestion de crise qui est une des spécialités que j'ai eu à avoir dans ma vie et dont j'ai l'expertise. Nous avons ici une situation où il y a une communication de crise qui doit s'installer et s'instaurer, mais on fait appel à des gens qui sont journalistes pour gérer ça. Non, c'est la communication de crise et il y a des étapes, il y a des prérequis, il y a des étapes pour pouvoir le faire. Sinon, on arrive justement à une communication qui est diffuse, qui n'est pas comprise, et les gens sous-estiment même l'ampleur de ce qui se passe. Oui, il y a une importance capitale
à mettre en place ce genre d'annuaire pour qu'on puisse tous être un peu plus à l'aise. Mais on a hâte, en tout cas, d'avoir les références de l'annuaire quand il paraîtra. Comme ça, on pourra le partager. Parce qu'évidemment, Kinshasa est un adjuvant, on va dire, de ce monde-là, de la communication. Mais on est toujours très intéressé à voir comment les choses évoluent dans ce domaine dont on fait quand même un petit peu partie. Alors, on essaye d'avancer simplement parce que Instagram nous limite à 1 heure. Évidemment, on peut recommencer le live, mais ça dépendra du temps que tu as à nous accorder, bien entendu. La question qui arrive, c'est quel est l'impact du digital en tant qu'entrepreneur dans Optimum Communication? Et moi, j'ajouterais à la question qui a été posée, quel était l'impact du digital avant le Covid et quel est l'impact du digital maintenant? On avait déjà commencé avec le digital, parce qu'on a des clients comme Vodacom qui sont déjà dans le numérique et avec lesquels on travaille souvent à distance. Maintenant, ça va renforcer ce côté digital. Et si je prends le cas du travail maintenant, nous faisons beaucoup de télétravail. On utilise Zoom, on utilise le WhatsApp, les rencontres sur WhatsApp. Et ça devient de plus en plus naturel de travailler de cette manière-là. Maintenant, pour ce qui a trait au magazine, on n'a pas le choix. On va garder le format papier parce qu'il y a des gens qui ont encore ce besoin de contact avec le papier, mais nous allons progressivement renforcer la numérisation, la digitalisation du magazine. Ça me permettra, par exemple, que toi qui es à Bruxelles, tu puisses t'abonner, recevoir ton magazine en ligne, consulter des articles, faire des échanges avec notre nom, en train vraiment de renforcer. Et je pense qu'après le Covid, no choice. On va faire le switch, on va transiter vers la digitalisation. Ok, d'accord. Et en ce qui concerne le magazine en lui-même, donc pour y revenir, comment est-ce qu'on fait pour mettre sur pied un magazine? Parce que toi, tu étais déjà dans le métier, c'était ton métier premier, c'est le journalisme, les RP, la communication. Donc, tu avais déjà probablement des connaissances pour le faire, mais une personne qui se dit, j'ai envie de monter un magazine, d'abord, est-ce que tu lui conseillerais de faire un magazine papier ou plutôt un magazine digital ou les deux? Et ensuite, si elle se disait, je vais faire un magazine papier, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ok, d'accord. Le magazine, d'abord, c'est du contenu. Et c'est de la rédaction. Et c'est de l'image. C'est une combinaison donc des écrits, des images et d'une personnalité. Mon magazine à moi, en tant qu'Optimum, positionnement premium, positionnement corporate, c'est voulu parce que ça correspond à ce que moi je voyais. Mais j'aurais pu me diversifier, je vais peut-être le faire progressivement. Dire, bon, écoute, on va lancer un magazine pour les jeunes, un magazine pour la cuisine, un magazine pour les écologistes ou les nudistes, que sais-je encore. Donc, il y a plusieurs axes qu'on peut aborder, mais c'est d'abord du contenu. Et c'est d'abord une ligne éditoriale qu'on doit respecter. Et dès qu'on a cette ligne éditoriale, il faut trouver les rédacteurs. J'ai, moi-même étant journaliste, ayant un style à moi, une façon d'écrire les titres, d'amener l'information et tout, j'ai sélectionné les personnes qui allaient travailler avec moi. Et jusque-là, j'ai eu quand même la chance d'avoir des bons rédacteurs. Salutations à Laurent et Solomois, à Jean-Luc Moilou, s'il me suit, à Yves Calicat, à Pierre-Ange Kumba et tout ça. Donc, je pense qu'il faut sélectionner les bonnes personnes et avoir une ligne et un positionnement clair. Surtout que maintenant, les gens sont abreuvés de toutes sortes d'informations et que chaque personne devient d'une certaine manière un journaliste parce qu'il écrit, il diffuse, il commente de l'information. Alors de quelle manière on peut se démarquer? Mais
merci. Et une fois qu'on a ces rédacteurs, ce contenu, ce positionnement, sa cible, sa ligne éditoriale, qu'est-ce qu'on fait pour choisir entre un magazine papier ou un magazine électronique? Quels sont les critères pertinents pour le faire? Les moyens. Parce que imprimer un magazine, et surtout si on veut une qualité comme celle que moi j'ai choisie, il faut mettre les moyens. Maintenant, ça coûte moins cher de le faire de manière électronique, et le papier, dépendamment du papier qu'on choisit, aura un impact sur le coût. Donc c'est très important de savoir qu'est-ce que nous voulons avoir comme qualité de papier et qu'est-ce que nous avons comme moyen financier. C'est hyper important. Ok. Là, on va arriver à la question qui a été posée hier par Michel Mwanda, la CEO de Little Mimi. Cette question était: comment est-ce que tu fais pour cibler ta clientèle? Comment est-ce que tu as fait dès le départ pour cibler ta clientèle? Bon, quand on veut se positionner comme une agence premium, il faut viser les clients premium d'abord. Parce que les charges qui sont les nôtres demandent à ce qu'on ait des clients qui soient capables de payer des charges fixes, donc des personnes qui sont dédiées à ce compte-là. On appelle ça un peu en jargon un peu les fees. Pour qu'on ait des gens qui puissent payer les fees, il faut viser les clients premium et les gens qui comprennent l'importance de la communication. On peut mettre là les télécoms, on peut mettre les brasseurs, on peut mettre les banques, mais de plus en plus il y a des organisations, des ONG internationales. Il y a le gouvernement. Je pense que progressivement le gouvernement congolais va arrêter d'utiliser ses propres services et de venir vers les professionnels de la communication pour que ceux-ci viennent les accompagner dans leurs actions de communication et puissent les aider à mieux véhiculer les messages qu'ils ont envers les différents publics cibles. Donc je pense que le choix dépend du positionnement. Maintenant, il y a des gens qui vont dire: mais moi, je ne vais faire que travailler qu'avec les ONG internationales parce que peut-être que moi, Laetitia, j'ai moi-même travaillé pendant des années avec une ONG internationale et que je connais les approches communicationnelles. Et que moi, je vais me dire: moi, je vais peut-être faire juste de la communication sociale parce que j'ai un passé de travail social, je sais un peu comment parler à ces différents publics cibles, quels sont les messages qu'il faut. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que on va peut-être aller progressivement vers des agences de plus en plus spécialisées. D'accord. Et que de moins en moins, on va se retrouver avec des agences qui ont une pléthore d'employés. La situation actuelle qui nous oblige, par exemple, à travailler, à faire du télétravail, me permet, moi, plus facilement d'identifier les glandeurs. La productivité plutôt que la présence. La productivité des gens, je le vois tout de suite. Tiens, cette personne est assez productive dans la journée. Elle a fait autant d'interactions, elle a envoyé autant de mails, elle a été autant de fois sur WhatsApp, elle a produit autant. Et ce contrôle-là, que nous n'avons pas toujours dans l'agence classique, se fait de manière instantanée comme ça, grâce à cette crise. Tout à fait. C'est bon quand même. Beaucoup de bons. Alors, il y a encore plein de questions, mais on devra essayer de les résumer. Comment faire respecter le statut de créatif dans le milieu de la com? Les créatifs eux-mêmes sont souvent à la base du dénigrement de leur travail. Je vous donne un exemple. J'ai un créatif que je paye $1000 par mois, par exemple. Mais il trouve que c'est pas suffisant et il fait des petits jobs par-ci par-là à $50, à $100 qui demain ne me permettront pas plus de lui payer ces $1000. Et quand il sort d'une structure encadrée comme ça, il se retrouve à faire des petits jobs à 50, 100. Tant mieux s'il peut arriver à
à ces $1000. Je donne juste un chiffre comme ça. Hein. Mais très souvent, il peut arriver en dessous de ces $1000 qu'il avait parce que moi, je connais l'importance de son travail, mais les personnes qui l'utilisent comme ça sur des coups ne comprennent pas ce qu'il vaut réellement. Or, pour que demain on puisse lui payer $2000 et autres, et même plus, il faudrait que le métier continue d'exister. Est-ce qu'il va continuer à exister dans la forme que nous connaissons actuellement? Je ne pense pas. Mais moi, même si j'utilise un créatif, on travaille parfois avec des gens qui sont en Afrique du Sud, j'envoie un brief, la personne m'envoie sa créa ou la stratégie, je fais mes commentaires, on adapte et on évolue. Donc, facilité à travailler à distance, pour nous, on est déjà quand même plus ou moins habitué à ça. Ça va peut-être se renforcer, mais c'est sûr que le métier va dans les jours à venir subir plusieurs changements et on doit se préparer à ça. Tout à fait. Ok. De manière générale, on a plusieurs questions sur... en gros, si je dois résumer, quelles sont les résolutions que les grandes agences du pays, puisque tu as cité EALE, IAB et consorts, quelles sont les résolutions que les grandes agences du pays ont prises pour accompagner le pays en temps de crise, en termes de communication? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a été pensé entre les agences de communication pour accompagner le pays durant cette crise du Covid d'abord et économique qui se profile, puisqu'on parlait de communication de crise? En ce qui me concerne, je n'ai pas encore pu discuter avec mes collègues. J'ai proposé des plans stratégiques de manière bénévole et gratuite que j'ai remises aux autorités compétentes, en leur disant aussi que j'étais disponible pour les accompagner dans ça. Je vois qu'il y a certaines choses qui sont faites de manière éparse, mais une stratégie ne peut réussir que si on la considère de manière globale. Hein. Donc je pense qu'il est nécessaire que parfois les gens ont l'impression que si nous on est présents dans l'exécution, nous allons être ceux qui vont empêcher aux gens de faire leur gombo, comme on dit. Alors qu'on vient là avant tout pour proposer des solutions qui seront bénéfiques à tout le monde. Tout à fait. Et donc ça, ce sera probablement la dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour rendre un événement rentable? Et comment est-ce qu'on fait pour rendre un magazine rentable sans sponsor? Donc, la question portait sur la rentabilité d'un événement. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour le rendre rentable? Okay. Et l'autre question était de savoir comment est-ce qu'on fait pour rendre un magazine rentable sans annonce? Très. C'est pas, il faudrait de la magie, hein? Non. Pour rendre un événement rentable, je pense qu'il est nécessaire de le planifier longtemps à l'avance, d'avoir des partenaires sérieux et aussi d'avoir un public cible qu'on a identifié. Ce qui permet, les sponsors permettent à l'événement de se réaliser et parfois de faire un petit bénéfice. Les entrées des personnes qui viennent sur site permettent aussi de rentabiliser ça. Mais au-delà, il y a ce qu'on appelle les produits connexes, mais on n'a pas encore cette culture-là développée ici en RDC. Nous avons essayé, mais les gens qui viennent à un événement, qui vont acheter un t-shirt, une tasse... Il semble qu'on ait un petit décalage technique. Nous sommes en train, depuis 2 ans, d'alimenter cet événement-là pour que ça devienne un rendez-vous annuel. Mais avec ce qui vient de se passer avec le Covid, ça va sûrement être un peu difficile. Donc, il faut créer des rendez-vous comme ça, annuels, semestriels, trimestriels, pour que les gens se disent, bon, chaque 3 mois, on a un événement X, Y. Et ça vient encore rajouter à ma conviction qu'il est nécessaire de créer des plateformes de personnes dans l'événementiel. On a un souci technique à nouveau. Par exemple, le New York Times. Le New York Times, je pense qu'ils ont 3 millions et quelques d'abonnés. Rien que les abonnés du New York Times créent déjà une certaine rentabilité. Et ça leur permet une ligne éditoriale qui est libre parce que ils ne dépendent pas des sponsors. D'accord. Maintenant, au-delà de ça, on voit dans plusieurs pays, parfois il y a des magazines de gauche, des magazines de droite. Donc il y a un côté politique derrière. Et le côté politique, c'est que les politiques voulant véhiculer leurs idées,
ils ont un canal, ils peuvent à ce moment-là l'utiliser et subventionner le magazine. Je pense que pour moi, ce sont les deux options. La troisième, peut-être avec ce qui se passe en ligne maintenant, si j'arrive, moi en tant que producteur de contenu, parce que les agents deviennent maintenant des producteurs de contenu, hein, on produit du contenu. Un événement pour du contenu. Parce que quand je fais le festival de la rumba, après, je fais des capsules et je les mets en ligne et les gens peuvent aller voir, c'est du contenu. Je fais un magazine, c'est de la production de contenu. Je fais une pub, c'est la production de contenu. Donc, on se transforme progressivement, on l'est déjà, en producteur de contenu. La pub, telle qu'on la connaissait il y a quelques années, est en train de disparaître progressivement. Et il faut que nous, en tant qu'agence, on puisse s'adapter à cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Totalement, totalement. Et je te remercie énormément d'avoir été aussi ouvert. Merci à vous de nous avoir suivis. On arrive tout juste avant la coupure obligatoire d'Instagram. Donc, je vais encore te remercier. Est-ce que par hasard, on pourrait te recevoir à nouveau dans l'émission, un de ces quatre? Parce qu'il y avait tellement de questions, on n'a pas pu toutes te les poser. Je suis ouvert. De toute façon, on est confiné, donc j'ai le temps. C'est clair, c'est super. Merci le Covid. À très bientôt, Didier. À très bientôt à tous et à demain, à ce soir, à demain avec un autre invité. Pardon, on est jeudi. Au revoir, merci Didier. Au revoir Laetitia, à bientôt.